Réfléchissez-y un instant. Il y a seulement 50 ans, 4 Chinois sur 5 bûchaient dans les champs, le dos courbé sous le poids d'un quotidien marqué par la pauvreté. 96% de la population vivait sous le seuil de pauvreté, luttant pour assurer sa survie. Aujourd'hui, la donne a radicalement changé. La Chine produit à elle seule près d'un tiers des biens de la planète, défie les grandes puissances dans des guerres commerciales et se hisse dans une course spatiale aux côtés de la Russie et des États-Unis. Et tout cela sous le régime d'un parti communiste autoritaire, sans réelle démocratie. Comment cet empire millénaire a-t-il réussi, en l'espace de seulement 30 ans, à dépasser des puissances qu'il semblait impossible de rattraper? Plongeons dans l'histoire fascinante d'un géant endormi qui a repris sa place au sommet. Regardez cette carte. C'est là que tout a commencé. Les premières civilisations humaines ont vu le jour sur ces terres. La plus ancienne d'entre elles, la Mésopotamie, est née il y a environ 6000 ans, sur le territoire de l'actuel Irak. 1000 ans plus tard, une civilisation florissante apparaissait dans la vallée de l'Indus, au Pakistan, tandis qu'au nord de l'Afrique, l'Égypte érigée par les pharaons se couvrait de pyramides monumentales. Mais où sont passées ces civilisations? Disparues. Il ne reste que des ruines et des souvenirs. Pourtant, il y a une exception. La civilisation chinoise. Née il y a 4000 ans, elle n'a pas seulement survécu. Elle est encore là, et aujourd'hui, elle conteste à nouveau la domination économique mondiale. Remontons 4000 ans en arrière. À cette époque, la Chine n'était pas un empire unifié. C'était un puzzle composé de principautés, chacune gouvernée par ses propres dirigeants. Vous avez sans doute entendu parler de l'armée en terre cuite. Ces 8000 soldats immobiles, découverts il y a un demi-siècle, qui montent la garde autour du mausolée du premier empereur chinois, Qin Shi Huang. En 221 avant notre ère, cet homme visionnaire a réalisé un exploit monumental. Unifier ces royaumes éclatés sous une seule bannière. Avec cette unification est né l'Empire chinois. Et cet empire, porté par l'ambition, a commencé à s'étendre. Il a ouvert des routes commerciales, donnant naissance à une connexion légendaire. La route de la soie. La soie, ce tissu léger et scintillant, devenait rapidement un luxe prisé dans le monde entier. Du thé, de la porcelaine, et cette soie si précieuse partait vers des contrées lointaines jusqu'à l'Empire romain. Mais la Chine protégeait jalousement ses secrets. Quiconque révélait le processus de production risquait la peine de mort. Cette vigilance a donné naissance à des histoires dignes des meilleurs romans d'espionnage. Prenez l'empereur byzantin Justinien Ier. Frustré de ne pas pouvoir produire de soie, il envoya 2 moines espions en Chine. Leur mission? Voler des vers à soie. Ces moines ont réussi l'impossible, dissimulant des larves dans leurs cannes de bambou pour les ramener en secret en Europe. Un coup audacieux qui aurait pu coûter la tête à plus d'un. Atteindre la Chine, cependant, relevait de l'exploit. À l'ouest, les montagnes de l'Himalaya dressaient une barrière impitoyable. Au nord, le désert de Gobi s'étendait comme une mer infinie de sable. Au sud, des jungles infranchissables rendaient le voyage presque suicidaire. Cette géographie impitoyable protégeait la Chine des envahisseurs étrangers et lui permettait de prospérer en isolement. Pendant des siècles, la Chine a gardé un monopole naturel sur des marchandises uniques, devenues indispensables dans le monde entier. Cet isolement a nourri une idée particulière, celle de l'Empire du Milieu. Pour les Chinois, leur empire représentait le centre du monde, entouré de chaos et de barbarie au-delà de ses frontières. Cette conviction forgea leur mépris pour les Européens, considérés comme des sauvages impolis. Un mépris qui, ironie du sort, allait se heurter à l'arrivée de ces mêmes Européens quelques siècles plus tard. Le XVIe siècle a marqué un tournant décisif dans l'histoire mondiale. Vasco de Gama, ce navigateur audacieux, a tracé une route maritime vers l'Inde, rapprochant ainsi les Européens des côtes chinoises. Très vite, les Portugais, suivis des Espagnols, des Hollandais et des Anglais, se sont lancés à l'assaut des mers pour atteindre le port méridional de Guangzhou, attirés par la promesse de nouveaux marchés. Guangzhou, autrefois un port local,
s'est métamorphosé en véritable carrefour international. Mais attention, l'empereur chinois veillait. Il a toléré l'ouverture de comptoirs commerciaux pour ces étrangers barbares, mais leur a imposé des règles strictes, interdiction de pénétrer à l'intérieur des terres, de s'installer durablement ou même d'amener leur famille. Ces marchands étaient tolérés, pas invités. Et surtout, la Chine n'acceptait qu'une seule chose en échange de ses précieuses marchandises, de l'argent liquide, de l'argent métal. Une exigence qui s'expliquait par une pénurie chronique de métaux précieux dans le pays. Entre le XVIe et le XIXe siècle, environ 80% de tout l'argent mondial provenait des mines d'Amérique, notamment celles du Mexique, du Pérou et de la Bolivie. Et c'est grâce à cet argent que les Européens finançaient leurs achats de porcelaine, de soie et de thé chinois. Imaginez, un tiers de l'argent extrait par l'Espagne était transporté depuis le port d'Acapulco, au Mexique, jusqu'aux Philippines, avant de traverser le Pacifique pour atteindre la Chine. Pendant ce temps, la Chine restait imperturbablement autosuffisante. Les marchandises étrangères, jugées de qualité inférieure. Les Chinois n'en voulaient pas. Leur vaste population, estimée au XVIIe siècle à 170 millions d'habitants, combinée à leurs terres fertiles, leur permettait de se passer du reste du monde. Avant le XIXe siècle, la Chine représentait environ un quart du PIB mondial. Un chiffre impressionnant, mais trompeur. Pourquoi ? Parce que ce PIB était soutenu par une population massive, et non par une réelle innovation ou une croissance par habitant. Pendant des siècles, le PIB par habitant chinois stagnait autour de $600. L'Empire chinois était stable, oui, mais figé. L'autorité de l'empereur et une économie largement agricole offraient une solidité apparente, mais cet isolement ralentissait considérablement l'apparition de nouvelles technologies. Par contraste, les nations européennes, en compétition constante sur le continent, étaient forcées d'innover pour survivre et prospérer. Prenez l'exemple de la poudre à canon. Inventée par les Chinois au IXe siècle, elle fut utilisée principalement à des fins pacifiques, des feux d'artifice pour effrayer les mauvais esprits. Mais lorsqu'elle est arrivée en Europe au XIIIe siècle, la situation a changé radicalement. Les Européens, jamais à court d'idées pour se battre, ont transformé la poudre en arme destructrice. Ils ont produit des armes à feu en masse, ont amélioré leur portée, leur létalité, et ont fait de cette invention un élément clé de leur domination militaire. Cette course à l'armement a permis aux puissances européennes de coloniser des territoires, d'exploiter leurs ressources et leur main-d'œuvre, alimentant ainsi une croissance économique fulgurante. Au cœur de cette transformation, la Grande-Bretagne se distinguait. En introduisant des manufactures pour produire des fusils en série, elle a posé les bases de la révolution industrielle. Cette avancée technologique n'a pas servi seulement à dominer l'Europe, mais aussi à soumettre des empires lointains, dont la Chine. Et c'est précisément cette révolution industrielle qui allait porter le coup fatal à l'Empire chinois. Un empire autrefois si puissant, si autonome, qui s'est retrouvé écrasé sous le poids des canons, des traités inégaux et de l'exploitation. La Chine, jadis maître du commerce mondial avec ses soieries et ses porcelaines, était désormais une nation en recul, dépassée par une Europe affamée de conquêtes et de pouvoir. Le géant endormi payait le prix de son immobilisme. Mais cette chute n'était que le prélude à une renaissance qui allait marquer l'histoire moderne. Au début du XVe siècle, alors que les explorateurs européens traçaient leur première route vers l'Asie, une rumeur mystérieuse circulait. À l'est, existait un grand empire. Une terre d'abondance où les richesses semblaient infinies et où les habitants vivaient sous l'autorité d'un puissant empereur. En 1508, intrigué par ces récits, le roi Manuel Ier du Portugal ordonna à ses explorateurs d'enquêter. Qui étaient ces Chinois ? Étaient-ils chrétiens ou païens ? À quelle distance se trouvait leur pays ? Le mystère était total, mais pénétrer cette forteresse orientale s'avérait complexe. Pourquoi ? Parce que l'empereur chinois interdisait formellement à ses sujets de quitter le pays ou de divulguer des informations aux étrangers, sous peine de mort. Ce secret jalousement gardé renforçait l'aura de mystère autour de la Chine, mais freinait également toute interaction avec le reste du monde. Pendant que les Européens élargissaient leur influence à travers les colonies, la Chine restait immobile.
Jusqu'au milieu du 19e siècle, 85% de la population chinoise vivait encore dans des villages, travaillant inlassablement la terre. En Angleterre, la révolution industrielle avait déjà bouleversé ce mode de vie dès le 19e siècle. Les populations rurales migraient vers les villes, attirées par les usines et les promesses d'un avenir meilleur. Ce contraste était frappant. La Grande-Bretagne innovait, construisait des machines et exportait ses produits manufacturés. Et la Chine, malgré ses vastes ressources, demeurait autosuffisante, insulaire et à peine touchée par ces bouleversements globaux. Au XVIIIe siècle, Guangzhou est devenu le principal port commercial de la Chine. Les Européens, fascinés par les trésors de l'Orient, thé, porcelaine, soie, affluaient pour échanger. Mais il y avait une condition. Seuls les métaux précieux, principalement l'argent, étaient acceptés. Et cet argent, il fallait bien le trouver quelque part. Environ 80% de l'argent mondial, extrait entre le XVIe et le XIXe siècle, provenait des mines d'Amérique, notamment du Mexique et du Pérou. Cet argent traversait les océans pour remplir les coffres chinois en échange de marchandises prisées. Pendant ce temps, la Chine n'achetait rien ou presque. Pour l'Empire du Milieu, les produits étrangers étaient jugés inutiles, voire de mauvaise qualité. Pour les Britanniques, ce déséquilibre commercial devenait insoutenable. Une solution s'imposait. Ouvrir le marché chinois et imposer des conditions favorables. En 1793, un ambassadeur britannique a remis une lettre de la couronne à l'empereur chinois, demandant l'ouverture de nouveaux ports et des accords commerciaux avantageux. La réponse ? Un refus poli mais catégorique. En résumé, l'empereur a fait comprendre que les barbares britanniques n'étaient pas en position de dicter leurs conditions à l'empereur du Soleil. Cette réponse, en apparence courtoise, était un camouflet monumental pour la Grande-Bretagne. Furieuse mais stratège, la Grande-Bretagne a cherché une faille, un produit capable de séduire le marché chinois. Elle a trouvé la réponse dans une fleur délicate mais redoutable, le pavot. L'opium était déjà connu en Chine, utilisé principalement comme analgésique. Mais avec l'introduction du tabac par les Européens, une nouvelle mode est apparue. Fumer un mélange de tabac et d'opium. Le résultat ? Une combinaison terriblement addictive. Les Britanniques ont exploité cette dépendance naissante avec une efficacité glaçante. L'opium est devenu leur arme secrète, leur cheval de Troie pour envahir un marché autrefois impénétrable. La morphine contenue dans l'opium rendait cette addiction presque impossible à briser. Ainsi, ce produit phare a permis à la Grande-Bretagne de retourner la situation à son avantage. L'argent qui quittait jadis ses coffres pour les marchés chinois faisait demi-tour, rempli par les profits de l'opium. Une victoire pour l'économie britannique, mais une tragédie pour la Chine. Imaginez un champ immense baigné par le soleil où des ouvriers récoltent des fleurs de pavot d'un rouge profond. Mais ces fleurs ne sont pas destinées à des bouquets décoratifs ou des parfums raffinés. Non, elles incarnent la promesse d'une richesse empoisonnée, d'un commerce sordide qui allait mettre un empire à genoux. Dans les colonies indiennes de la couronne britannique, ces champs s'étendaient à perte de vue et leurs récoltes, transformées en opium, étaient exportées en masse vers la Chine. Mais voilà, ce commerce dévastait bien plus que les finances chinoises. Il sapait aussi son tissu social, détruisant des vies et menaçant l'équilibre d'un empire déjà sur le fil. En 1800, dans un dernier sursaut d'autorité, l'empereur de Chine a interdit l'importation d'opium. Une belle idée, en théorie. En pratique, un échec cuisant. La contrebande fleurissait et les importations d'opium ont été multipliées par 9 en 40 ans. Un véritable coup de grâce pour une nation déjà fragilisée. En 1839, les autorités chinoises, excédées, ont décidé de passer à l'action. À Guangzhou, un port stratégique, elles ont exigé que les Britanniques remettent leur stock d'opium. Face à ce bras de fer, les Britanniques ont résisté, jusqu'à ce que la pression devienne insoutenable. Résultat ? Des centaines de tonnes d'opium ont été confisquées et brûlées dans un immense brasier. Le responsable de cette opération audacieuse, Lin Zexu, ne s'est pas arrêté là. Il a écrit une lettre à la reine Victoria, la confrontant directement. De quel droit utilisez-vous des substances toxiques pour nuire au peuple chinois ? Où est donc votre conscience ?
Des mots forts, puissants, mais malheureusement inutiles. La lettre n'est jamais arrivée à destination. Cependant, elle a offert à la Grande-Bretagne le prétexte qu'elle cherchait. Une excuse en or pour envahir la Chine. La même année, la flotte britannique, armée jusqu'aux dents, est arrivée au large des côtes chinoises. Ce fut le début de la première guerre de l'opium. Imaginez, 4000 soldats britanniques écrasant une armée chinoise de 90 000 hommes. Le fossé technologique était si béant qu'il en était presque grotesque. Les canons britanniques faisaient exploser les défenses chinoises, laissant derrière eux un paysage de désolation et de défaite. La Chine, humiliée, n'a eu d'autre choix que de signer le traité de Nankin, un accord qui ressemblait plus à une liste d'exigences de rançon. Non seulement l'Empire devait céder Hong Kong à perpétuité, mais il devait également payer 8 millions de kilos d'argent pour compenser l'opium détruit. Ah, l'ironie! À cela s'ajoutait l'ouverture de 5 ports au commerce britannique, où des administrations étrangères ont pris racine. Malgré ces concessions, l'importation d'opium n'a pas diminué. Au contraire, la contrebande s'est intensifiée, et l'addiction s'est propagée comme une traînée de poudre. En 1856, une nouvelle confrontation a éclaté lorsque les Chinois ont arrêté un navire britannique suspecté de piraterie. La réponse a été brutale. Les Britanniques ont bombardé Guangzhou, déclenchant la Seconde Guerre de l'opium. Cette fois encore, la Chine a perdu. Mais cette défaite a été bien pire. Elle a dû légaliser l'importation d'opium, une décision qui a scellé un peu plus son destin. À la fin du siècle, près d'un quart des hommes adultes chinois fumaient de l'opium. La Chine n'est jamais devenue une colonie, comme l'Inde. Mais son image de grandeur, cette conviction d'être le centre du monde, s'était effondrée. Les Européens, autrefois méprisés, s'étaient avérés plus puissants, plus rusés. L'empereur, symbole de l'ordre et de la stabilité, a perdu toute autorité aux yeux de son peuple. L'unité de l'Empire a vacillé. Cette période, que les Chinois appellent le siècle des humiliations, reste gravée dans la mémoire collective. Un siècle où l'Empire autrefois respecté était envahi par des étrangers, contraints d'obéir à leurs lois, tandis que son peuple sombrait dans la dépendance et la misère. Au début du XXe siècle, alors que l'Europe s'enlisait dans la Première Guerre mondiale, la Chine amorçait lentement sa renaissance. Mais ce chemin vers la rédemption fut pavé de guerres civiles, de révolutions et de sacrifices. Et pourtant, derrière chaque grande puissance, se cache une histoire de lutte, d'humiliation et de revanche. Alors que les Britanniques, avec leur redoutable sens des affaires, continuaient à prospérer, la Chine planifiait patiemment sa revanche. Et quelle revanche cela allait être? Restez connectés, chers abonnés, pour découvrir prochainement la partie 2 sur notre chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.